Echoes Studio. Ça y est, on enregistre enfin avec Florian Bourguignon pour la deuxième fois et pour la première fois en live à la maison. Vous aurez le droit du coup à la petite vidéo traditionnelle sur les réseaux sociaux, sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs si ce n'est pas encore fait. Vous êtes plus de 10 000 à nous écouter chaque mois sur toutes les plateformes et pourtant vous n'êtes que 3 000 sur les réseaux, donc je ne comprends pas cette différence. N'hésitez pas à aller vous abonner, on publie du contenu un peu inédit en plus. Qui marche très bien, donc ça vous fera plaisir. Salut Florian. Salut Xavier. Ça va ? Ça va super, Ouais. ravi d'être là. Tu es suédois, enfin franco-suédois, ou plutôt français qui vit en Suède. Français qui vit en Suède, et j'ai le rêve d'avoir la nationalité un jour. C'est pas facile, hein. C'est vrai. Ouais. Tu m'expliquais en plus que tu parlais tous les jours suédois, tu parles même pas anglais. Donc à Ah. partir de là, je pense que tu fais quasiment partie du pays, parce que le suédois, j'ai essayé de l'apprendre, et c'est pas une mince affaire. Ouais, j'ai l'avantage d'avoir une femme qui est très patiente et pédagogue, du coup. Et suédoise, Et suédoise, et polonaise. bon ça aide. Ça aide. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression de vous dire ça quasiment à chaque semaine, mais on va vous parler d'un sujet un peu particulier et je vais sortir de ma zone de confort. Si vous avez écouté déjà beaucoup d'épisodes de The Big Shift, vous savez que je suis un peu cartésien, que j'aime bien tout ce qui est un peu chiffres. On a fait pas mal d'épisodes sur l'énergie parce que c'est des sujets que je comprends bien. Et là, avec Florian, aujourd'hui, je vais sortir un peu de ma zone de confort. On va vous parler un petit peu de notre expérience à chacun et on va vous parler d'anxiété, d'éco-anxiété, comment est-ce qu'on fait pour être heureux, comment on fait pour améliorer sa vie et en fait en prendre la responsabilité. Ça fait un petit peu coach en développement personnel si je le dis comme ça, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait ça. On va essayer de vous donner des clés pour ceux qui ressentent cette éco-anxiété, pour vous aider au quotidien. Enfin, surtout Florian, moi je vais lui poser des questions. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça aidera certains d'entre vous à passer à l'action. Et c'est l'objectif du podcast du jour. Avant de commencer, Florian, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce qu'on est là ensemble et quelle était ton anxiété, en fait, avant d'en comprendre les contours et de la traiter? Pourquoi est-ce qu'on est là ce soir? On est là pour parler de stabilité émotionnelle, de bonheur dans un monde qui, on pourrait le croire, s'effondre. Avec des effets induits autour de l'éco-anxiété, du stress, l'énervement, la colère, quand on voit tout ce qui peut se passer et la vitesse à laquelle les choses peuvent évoluer. Et moi, j'étais très énervé il y a 5 ans quand j'ai découvert à quel point on pouvait traiter la cause animale et les animaux, ce qu'on mettait dans notre assiette, etc. Ça a été, j'ai envie de dire, mon premier fil écologique que j'ai tiré en partant aux États-Unis, en regardant un reportage sur les abattoirs. Je n'étais pas du tout sensibilisé sur ces sujets. J'ai même prévu de faire le tour des fast-food à l'époque, américain. Et en fait, ça, c'est la première version que j'explique pour expliquer mon voyage intérieur et écologique. Mais en fait, mon voyage avait commencé bien avant cette vidéo. Et c'était un voyage intérieur. Et c'est ce que j'ai qualifié après, c'est ce qu'on commence à qualifier aujourd'hui d'écologie intérieure. Donc, d'aller de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'extérieur comme on peut l'entendre aujourd'hui sur beaucoup d'initiatives qui traitent d'écologie, d'impact, de bien commun. Donc de partir de soi, de prendre soin de soi avant de vouloir et pouvoir prendre soin de la planète. Et vous pouvez faire les deux si vous avez déjà commencé le sujet planète. Ok, merci beaucoup pour cette introduction. L'écologie intérieure, bon, si on prend un peu la partie racine, je vais refaire mon cartésien, mais du coup, écologie, en gros, c'est l'étude des écosystèmes, l'étude du vivant, des interactions entre les animaux, les végétaux, les micro-organismes. Et donc, quand on parle d'écologie intérieure, en fait, c'est comment est-ce que nous, on se traite, comment est-ce qu'on traite notre corps, comment est-ce qu'on traite la relation entre nos pensées et notre corps, et du coup c'est ça qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Dans un premier temps, si on plonge un peu dans cette définition de l'écologie intérieure, comment est-ce que tu la ressens au quotidien? C'est quoi ton axe là-dessus?
Je définirais l'écologie intérieure par l'objectif, c'est d'atteindre une sorte de symbiose émotionnelle avec soi, d'être connecté à la fois à ses besoins physiques, mentaux, de cœur. Donc là, je sais qu'on sort des conversations traditionnelles et très cartésiennes, mais c'est de trouver l'équilibre entre ce qui a de l'importance pour nous et ce qui peut vraiment impacter le monde. Ok. Quand on revient un peu à cette partie un peu individuelle, j'ai beaucoup d'auditeurs en fait qui me disent qu'ils ont une éco-anxiété qui est très liée à l'inaction. Et quand on replonge sur cette partie individuelle, je le vois, hein, moi j'ai des auditeurs qui sont très tournés dans l'action parce que c'est là qu'ils ont l'impression d'avoir un impact. Mais en fait, quand je t'écoute, j'ai l'impression que cette action qui est fondamentalement tournée vers l'extérieur, elle n'est bonne que si on est déjà à l'aise avec l'intérieur. Et du coup, en fait, quand on prend cette démarche-là, est-ce que ce qu'on fait à l'extérieur, donc je sais pas, genre, si admettons que moi je sois très éco-anxieux, ça m'arrive très régulièrement, avoir un podcast qui est censé sensibiliser un maximum de personnes à l'extérieur de moi, enfin qui s'occupe pas forcément de moi, mais qui s'occupe de beaucoup plus de gens. Est-ce que du coup c'est déjà plus dans l'axe de mon écologie intérieure? Je sais pas si la question est très bien tournée. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est est-ce qu'un podcast qui est écouté par 10 000 personnes, on est clairement sur de l'extérieur. Parce que le podcast ne traite pas de toi, ne traite pas de ta vie, des choses que tu fais pour te sentir bien au quotidien, en dehors d'aller l'enregistrer. Et peut-être qu'à un moment donné aussi, de faire des podcasts, ça te fait du bien, mais je pense pas que le fait d'aller enregistrer des podcasts, on parle d'écologie intérieure. On va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure sur qu'est-ce que l'écologie intérieure concrètement, comment est-ce qu'on va atteindre cet état émotionnel de stabilité, de sérénité quotidienne. Honnêtement, des fois, quand j'entends les podcasts et les intervenants qui viennent ici, je sais pas si ça contribue à rajouter de l'éco-anxiété ou à améliorer la stabilité émotionnelle et de se dire... la première question que je pose souvent, c'est comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de la crise. J'en ai écouté une dizaine. Et beaucoup effectivement, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de... Mais du coup, pour revenir à ce que je disais juste avant, parce que j'ai peut-être une meilleure moyen de l'expliquer, la plupart de mes invités me disent « je suis en colère » ou « je suis triste » ou « je suis désabusé » ou « je suis résigné ». Ils me disent « en revanche, je vais bien parce que je suis dans l'action ». Et en fait, tu vois... cette écologie intérieure, j'ai l'impression qu'elle est fondamentalement tournée vers soi, mais elle n'est pas tournée vers l'action extérieure. Et j'ai aussi l'impression que cette action, c'est un remède. Tu vois. Ouais, je dirais que c'est un pansement, plutôt qu'un remède. Je dirais que c'est un pansement sur une plaie qui est bien ouverte, et qui souvent on croit qu'elle est ouverte parce qu'il faut qu'on aille sauver la planète, parce qu'elle se réchauffe, ou... parce que pour d'autres sujets, hein, il y a pas que la planète, hein, il y a plein de sujets sociaux. Tu vas dans le métro de Paris, tu regardes les pubs, j'ai envie de donner de l'argent à toutes les associations qui existent. Et c'est surtout comprendre les racines de ces plaies-là. Et moi, après 5 ans, du coup, d'introspection personnelle, là, ça fait 2 ans que je me fais coacher. Là, en 2023, je vais entamer un nouveau cycle de psychothérapie parce que le coaching, c'est très bien pour entrer sur les phases. Si vous imaginez votre mental et votre âme comme un oignon, le coach il va vous aider à enlever les différentes couches que vous avez interposées depuis l'enfance, qui viennent biaiser en fait votre vision du monde et qui font que vous croyez ce que vous croyez. Et ce qui est bien souvent en fait des croyances erronées qui vous mettent dans des cycles de fonctionnement qui sont souvent les mêmes. Et en fait, on fait souvent les mêmes erreurs, des grosses impressions de déjà vu sur beaucoup de choses. Et donc moi, je fais du coaching maintenant depuis 2 ans et avant ça, j'ai fait un cycle de 3 ans. Et là, j'en arrive à un point où il faut aller un tout petit peu plus profond. Vraiment aller au noyau, et ça c'est le noyau de l'enfance. Et souvent quand je discute avec les personnes sur les sujets d'écologie intérieure, mais globalement de tous les sujets qui touchent au cœur, c'est-à-dire voilà, pourquoi tu fais ça? Parce que ça m'importe. Et la vraie question c'est d'où ça vient? Et quand on pose la question de l'origine des racines, un peu à l'image d'un arbre, je peux peut-être garder la métaphore de l'arbre pendant le podcast que j'aime bien, c'est les racines intérieures. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut sauver la planète, si tant est qu'elle ait besoin d'être sauvée? C'est pas parce qu'il fait de plus en plus chaud, c'est pas parce que les forêts brûlent. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes et des choses qu'on a oubliées. Et souvent, le triptyque que j'évoque, c'est fausses croyances qui viennent alimenter des peurs. Et ces peurs, elles viennent de traumas.
Si on reprend, du coup, là, ce serait quoi ces grandes racines parce que si on parle au niveau sociétal et pas au niveau individuel, les grandes racines de ces fausses croyances. Et je sais pas, j'ai l'impression que tu parles d'un sujet en particulier que j'arrive pas à attraper là. Donc, si demain tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait, il va te dire je fais ça. Et après tu lui dis pourquoi, il va te dire pour ça. Il y a de fortes chances que son pourquoi soit pas vraiment le réel pourquoi pour lequel il fait cette chose-là. Qu'on parle d'écologie ou pas. Et donc, sur le côté très large de la société, c'est les substrats, l'éducation, la manière dont on a construit tout ce qu'on fait qui, je pense, nous amène à penser certaines choses. Et en fait, au départ, et si on revient sur l'écologie intérieure et l'individualisme, c'est trouver un état de sérénité absolue qui nous amène à accéder à ce que moi j'appelle la sagesse intérieure. Et ça, tu l'as quand t'es né. Pardon, des discussions un peu cachées là. Et ça, tu l'as quand t'es né. Il y a des gens qui appellent ça la source, etc. Et c'est pour ça que je suis pas venu tant préparer aussi sur ce podcast-là. J'ai pas trop peur. Je me dis, je suis bien, je suis serein dans ma vie, j'ai jamais été aussi heureux. Je suis connecté à ma sagesse. Et il y a des discussions, il y a des discussions que j'ai avec des personnes qui ont 55 ans et qui me disent, mais comment tu peux sortir ça à ton âge? Mais en fait, c'est pas une question d'âge. On l'a, ce truc. On s'en est juste déconnecté. Et ce que je veux dire, c'est que pour s'y reconnecter et être sûr du pourquoi des choses qu'on réalise, il faut réussir à passer les substrats de cet oignon-là. Ou si tu parles d'un arbre, d'aller au sommet, de revenir à la racine. Et les racines, dans l'arbre, c'est fausses croyances, peur. Et la dernière, j'ai oublié. Je l'ai pas pour toi. Fausses croyances, peur et trauma. Et trauma. Et voilà. Et mon cerveau, il a bien envie de l'oublier. Parce que personnellement, des traumas, on en a tous, plus ou moins gros, plus ou moins acceptés, plus ou moins oubliés, qui viennent alimenter des boucles de rétroaction dans le mode de fonctionnement et qui nous font croire à l'âge adulte, qui nous font peur déjà à l'âge adulte. Oh, la planète se réchauffe, on va tous mourir. Ce qui va entraîner du coup des fausses croyances, mais du coup il y a ça, et du coup je vais réaliser ça. Et souvent le pourquoi des gens, il s'arrête à la fausse croyance ou à la peur. Il est souvent motivé par la peur. Moi-même, si je reviens à mon pourquoi de base, j'ai créé We Hack Force, parce que de base, j'avais peur que les enfants que j'ai pas encore vivent sur une planète qui soit invivable. Et si je le ramène à ma partie individuellement, parce que égoïstement, je me suis dit, ça va être chaud là pour toi là dans quelques années, donc il serait peut-être temps de se bouger. Juste pour faire un petit parallèle, donc on a enregistré un épisode avec Florian en octobre ou en novembre sur l'association qu'il a montée. Et du coup, vous pouvez aller l'écouter avant de revenir sur cette partie-là. Vous pouvez faire un petit pause and play. Pause and play pour aller. On parlait d'actions concrètes, éco-responsables, solidaires qu'on peut mener dans son quotidien. Et là, du coup, on n'a pas tant parlé d'écologie intérieure. Et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, si vous êtes encore à ce stade complètement tétanisé dans votre canapé sur il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs qui vont pas, et il y a plein de trucs sur lesquels je peux améliorer les choses, ne courez pas vers la porte. Revenez vers l'intérieur. Comment vous vous sentez? Pourquoi vous vous sentez comme ça? D'où ça vient? Pour moi, c'est ce que je dis à tout le monde, et ils ont du mal. Enfin, quand je dis ça, les gens, ça les énerve un peu. Je leur dis, mais tu vas à la salle de sport? Ok. Et ton dernier coaching avec un coach en dev perso ou psychothérapeute, tu remontes à quand? Parce qu'entraîner son corps, c'est aussi important qu'entraîner son esprit. À l'école, pour moi, c'est une matière qui manque. C'est l'introspection personnelle. C'est la base. Et pour moi, c'est la racine qui fait que demain, tu te prends une énorme tempête avec des vents à 200 km/h, les branches, elles vont casser, l'arbre, il est toujours là. Et c'est ça, pour moi, le plus important, et c'est comme ça que je me sens quand je ferme les yeux. Je suis bien ancré sur ce que je suis, sur ce que je veux, sur ce qui a de l'importance pour moi et sur mes besoins. Et c'est pas de l'égoïsme, au contraire. Du coup, est-ce que ça remet, ce travail-là, est-ce que ça remettrait en cause ton travail sur ton association? Ou pas du tout, ou ça n'a rien à voir? Non, parce qu'en fait, on peut, fort heureusement, on peut démarrer un projet avec un pourquoi qu'on pensait être celui-ci, le faire évoluer en même temps que sa spiritualité et son voyage intérieur. Là, tu considères que parce que toi, tu as atteint un état où tu te sens bien et où tu sais que tu es solide, tu peux aller aider les autres avec un projet qui te permet, qui permet de faire face à tes anciens pourquoi, ou c'est parce que c'est le pourquoi qui a changé? Au départ, avec We Hack Force, je pense que quand j'ai créé l'association, c'était comme beaucoup de personnes qui travaillent dans l'associatif et dans l'ESS, c'est par peur. En réaction, ouais. Ouais, réaction, peur.
faut que j'agisse, faut que je sorte. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure. La plupart des gens qui viennent chez toi, ils se sentent super bien quand ils agissent. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Je les ai écoutés les pods. Hein. Je ressens beaucoup les gens. Intéressant, mais ça peut être une question que je pose. Est-ce que tu es heureux? Simultanément ou juste après. Maintenant que tu m'as donné ton sentiment vis-à-vis de ça, comment est-ce que. Enfin, oui, est-ce que tu es heureux? Et ça, c'est le step d'après, parce que. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent donner de leur personne pour aller résoudre un problème qui parfois est bien souvent planétaire, macro, très difficile à régler. On parlera des cercles d'influence et des cercles de préoccupation, et ça, en fait, on est sur des choses qui sont quand même bien dans le cercle de préoccupation, donc très compliquées à gérer et sur lesquelles on a beaucoup de mal à contrôler. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes qui travaillent dans l'écologie ou dans les ONG ou dans les ESS s'épuisent, parce qu'au bout d'un moment, elles ont toujours l'impression de jamais en faire assez et de ne jamais voir l'impact qu'elles peuvent créer. Pourquoi? Parce que leur ancrage, en fait, il n'est pas intérieur, il est extérieur. Et c'est ça qui fait que... Ça, c'est super intéressant. Il y a plein de personnes qui burn out ou qui n'arrivent jamais à trouver le sens qu'elles voulaient chercher, qu'elles changent de secteur, elles vont consulting RSE, responsable impact, à son compte, dans une grande boîte, dans une petite boîte, dans une moyenne boîte, etc. Parce qu'elles ont vraiment fait le travail de comment je me sens, qu'est-ce qui a de l'importance pour moi, quels sont mes besoins profonds et comment est-ce que je les respecte et j'essaie de garder l'équilibre au quotidien, parce que c'est un travail de tous les instants. Tu penses que notre rapport à l'impact qu'on crée chez les autres est lié à comment on se sent fondamentalement vis-à-vis de la cause contre laquelle on lutte ou pour laquelle on lutte? Tu peux répéter la question? Est-ce que la vision de l'impact que tu as, tu dis, voilà, en fait, ce sont des gens qui, s'ils sont pas déjà bien, s'ils sont pas déjà heureux, l'impact qu'ils ont, ils ont toujours l'impression que c'est de faire des pas de fourmi ou que c'est pas suffisant. Clairement. Est-ce que du coup, le fait d'être mieux en toi, ça te permet du coup d'avoir une sensation d'avoir un impact plus fort sur les autres? Ah mais clairement, et c'est dominodé. C'est la loi de l'univers. Tu prends un bol avec de l'eau dedans, tu laisses tomber quelque chose. Il y a des vagues qui vont taper les rebords du bol et ça va revenir. Si les rebords du bol, c'est quoi que je fasse, de toute façon, ça marchera pas. Et il y en a beaucoup qui pensent ça au fond d'eux. Ce qui te revient dans le visage, c'est ça marche pas. Si les vagues du bol, c'est je me sens tellement bien et je crois tellement en ce que je fais et je suis tellement positif et je vois vraiment l'aspect positif de tout ce que je fais au quotidien et j'ai envie de donner. En fait, c'est effortless. C'est sans effort. Et c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Alors, je me dis pas que je me sens comme ça tous les jours, mais la plupart du temps. Et à des moments, quand je fais... c'est la classique, hein, j'en fais pas assez, ça marche pas, tati-tata. Je reprends mon petit bilan de l'année d'avant, je le relis. Et là, je me dis, mais... What? C'est-à-dire, j'ai bien avancé, c'est ça? J'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup, et même des fois, j'en fais même beaucoup trop. Et je suis content. Et je suis, en anglais, grateful, aide-moi... reconnaissant. Ah, pardon, oui, j'avais pas compris que tu cherchais. J'étais très content avec le mot anglais, je pensais pas que tu cherchais le mot français qui allait avec. Pour les 3% d'anglophones en France qui comprendront et le reste qui... non, je dis ça, mais en plus, je suis mauvaise langue, il y a de plus en plus d'anglophones en France, mais... oui, la reconnaissance, c'est un des piliers aussi là-dedans. C'est être capable de se satisfaire de ce qu'on a. Est-ce que tu as besoin d'aller sensibiliser 1 million de personnes ou non. C'était bien. C'est vrai là, que tu me frappes comme quelqu'un qui paraît heureux. Avant que tu arrives, je t'ai entendu arriver au rez-de-chaussée en sifflotant, en chantant, à tenir la porte et à faire des blagues avec la concierge qui essayait de sortir. J'ai failli lui rentrer dedans, hein, ça dit en passant. Donc effectivement, je vois ce que tu veux dire. Tu as commencé à évoquer cette partie de cercle de préoccupation et d'influence. Où est-ce qu'on doit placer les curseurs? Qu'est-ce que c'est que ces cercles-là? Et on disait, en fait, tant qu'on n'est pas bien sur soi, on ne peut pas agir sur les autres. Qu'est-ce que c'est que ces cercles et comment est-ce qu'on fait notre part des choses sur nos cercles à nous? Yes, alors... alors ça va bien les définir parce que tu as dit tant qu'on n'est pas bien sur soi on peut pas agir sur les autres. En fait moi je dirais c'est quand on est bien avec soi on n'a pas besoin de faire agir les autres ou d'attendre qu'ils agissent. Il va falloir expliciter ça. Ouais, c'est un peu on a eu le petit débat en aparté avant le pod là-dessus, mais du coup alors le cercle d'influence, et je vais revenir un peu sur l'analogie de l'oignon. En gros c'est le cœur de l'oignon. C'est ce sur quoi vous allez pouvoir interagir et vraiment avoir de l'impact, quoi. Et ce qui interagit sur nous aussi. Voilà. Et ce qui interagit sur nous et ce que vous allez pouvoir contrôler. Voilà, vous avez le contrôle.
parce que nos cerveaux, ils n'ont pas changé depuis 50 000 ans. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde, énormément d'informations là, ça va très vite. Donc il faut réussir à garder le contrôle. Et en dehors du cercle d'influence, autour de ça, on a le cercle de préoccupation. Donc en fait, c'est tout le reste. Hein. Voilà, c'est sur le cercle de préoccupation, et souvent, il n'y a pas trop de frontières chez les éco-anxieux, où la plupart des personnes, parce qu'on sent, et même moi, j'ai envie de dire, c'est ce que je disais, c'est un combat de tous les instants de rester émotionnellement stable. C'est que des fois, on a tendance un peu à gommer les frontières entre ces deux cercles-là. Je peux donner des exemples concrets. J'essaie, et c'est pas le bon début de phrase, mais ma femme ne veut pas changer de banque. Elle est avec un écolo bobo vegan qui prend son vélo et qui veut plus prendre l'avion, qui rentre en Suède. Et du coup, elle sait assez bien les actions qui peuvent être menées à titre individuel pour réduire son impact écologique et social, dont le fait de manger moins de viande ou d'arrêter d'en manger, de les transports, de moins prendre l'avion ou d'arrêter de le prendre, et le dernier, très succinctement, de changer de banque ou de mettre une partie de ses avoirs dans une banque qui n'investit pas dans les énergies fossiles, le travail des enfants ou que sais-je, et parfois il vaut mieux pas qu'on sache. Pour le coup, c'est une banque dans ce style-là, et ça fait 1 an et demi que je la tanne. C'est un compte joint ou c'est son compte à elle? Non, c'est son compte à elle, on n'a même pas de compte joint. Et elle a plein d'argent dessus. Donc je dis, mais tu le sais, ton argent pollue. En plus, tu sais même pas ce qu'il fait. Ça, c'est pas que de la pollution. Il y a un impact social. C'est désastreux. Et pourtant, elle veut pas y aller. Et c'est encore plus dur quand on applique du coup cette fameuse théorie de cercle d'influence avec préoccupation quand on en revient à nos proches, parce que ça fait vite péter un plomb. On a envie de péter les frontières, lui dire non, ton compte en banque, il est dans mon cercle d'influence. Je veux que toi, tu changes ton... Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et maintenant, quand je le dis, je sens un peu de frustration en moi. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est que je me dis, frontière, c'est son compte. C'est sa décision. Et je pense que, au vu de la vie qu'on a et des nombreuses milliers d'heures sur lesquelles on a discuté sur tous ces sujets, je pense qu'elle est déjà plus ou moins au courant de ce qu'il faut faire. Ouais, et du coup, c'est un choix en pleine conscience et que c'est plus juste de... Ouais. Exactement. Donc là, clairement, pour donner un exemple, elle est dans mon cercle de préoccupation. Elle n'est pas dans mon cercle d'influence. Donc je ne peux pas agir sur le fait qu'elle puisse changer. À moins de lui mettre la pression. Ouais, mais tu vois, où est-ce qu'on arrête le moment où tu penses que c'est juste de l'ignorance, au moment où tu sais que, en fait, parce que si c'est de l'ignorance et qu'elle connaît pas, en fait, elle est peut-être dans ton cercle d'influence. À partir du moment où elle est au courant, effectivement, elle rentre dans ton cercle de préoccupation, mais il y a plein de choses, en fait, où si on se tait, on saura jamais si c'était dans ce qui était contrôlable ou si ça l'était pas. Alors, je dis pas de se taire. Je dis pas de se taire du tout. Hein. Et au contraire, il faut parler, il faut extérioriser, il faut échanger, surtout quand on va partir en thérapie de couple. La communication, c'est super important. Mais je pense que là, on a déjà passé ce truc-là. Donc en fait, si vous voulez, pour les personnes qui nous écoutent, si vous voulez faire la différence entre est-ce que c'est dans mon cercle de préoccupation, est-ce que c'est mon cercle d'influence, et est-ce que la décision finale me revient? Dans le cadre de ma femme, non. C'est elle qui décide de changer. Donc au bout d'un moment, moi j'ai fait mon taf, j'ai envie de dire, et j'ai exprimé aussi peut-être à un moment donné mes convictions, etc. Mais après, c'est à elle de se faire son idée dans sa temporalité, en fonction de ses besoins et à la vitesse à laquelle elle souhaite le faire. Et ses moyens. Et ça va, faut respirer, quoi. Bon, ça me pose plusieurs questions, mais auxquelles je reviendrai tout à l'heure. Il y a autre chose qui ça me pose, c'est qu'en fait, parfois, quand on parle de ce cercle d'influence et ce cercle de préoccupation, et si on se resserre vraiment sur son cercle d'influence, on arrive à quelque chose qui est un peu égoïste. En fait, on fait son truc dans son coin. Encore une fois, si je fais le parallèle avec l'écologie, parce que c'est quand même mon fil directeur, tout ce que j'ai entendu depuis 1 an et demi où je pose cette question sur le podcast, c'est l'action collective, c'est plus important. Le fait d'être ensemble et d'agir avec et sur les autres. Si on n'agit que sur soi, en fait, on ne peut pas être heureux si on n'arrive pas à faire partie d'un tout, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais encore une fois, après, pour moi, en fait, je suis pas seul à l'intérieur de moi. Donc, on a tous à l'intérieur de nous des démons, je disais, des traumas. La voix un peu du chétan à gauche qui va te dire fais pas ci, la voix de la personne gentille, etc. Moi, je m'appuie sur tout ce qui m'incarne et sans être schizophrène, j'ai pas l'impression d'être seul à l'intérieur de moi.
Donc pour moi, c'est pas de l'égoïsme et je suis pas en mode individuel. Et je m'appuie justement sur tous ces éléments de ma personnalité et tout ce qui m'a construit pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et c'est ensuite après, et c'est ça qui va me permettre de décupler l'action collective et d'avoir l'énergie nécessaire, la vraie, pour pouvoir aller courir le marathon du changement, quel qu'il soit, écologique, social, etc. Si on n'a pas ça, on part avec une énergie qui est pas durable. En tout cas, pas infinie. Moi, j'ai l'impression d'avoir une énergie infinie. J'ai pas besoin de repasser à la pompe. Elle est là. Si on reprend l'exemple de ta femme et de sa banque, la pauvre, j'espère qu'elle comprend pas le français parce qu'elle va nous détester. Elle prend des cours de français depuis 1 an, donc bon, ça va, ça sera un bon test. Ouais, on verra ce qu'elle arrive à retenir. Comment est-ce que tu fais une fois que tu as validé consciemment que c'était pas ta décision et que tu pouvais rien faire pour la faire changer de banque? Comment est-ce que tu arrives à être apaisé à propos du fait de ne pas essayer de le changer, tu vois? Si je prends mon exemple personnel, il y a un certain nombre de choses qui me rendaient aigri quand je voyais des proches le faire ou ne pas le faire. Je parle de prendre l'avion pour aller en week-end ou ce genre de choses sur lesquelles j'ai effectivement aucune possibilité d'avoir un impact. En revanche, j'ai du mal à être tout à fait apaisé quand on me dit ça. Ça me crispe toujours un peu et j'ai du mal à ne pas garder un ressenti vis-à-vis de ça, tu vois. Et à être émotionnellement stable, comme tu disais tout à l'heure, sur ces choses. Même si j'ai décidé que c'était pas mon implication et que que je l'ai laissé faire et qu'il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, j'ai appris à me taire sur ces sujets, ce que je faisais moins. Maintenant, pour ces gens-là qui sont des proches et qui sont tout à fait au courant de mes convictions et de ce qu'il faudrait faire, comme ce que tu disais vis-à-vis de ta femme, j'ai toujours un peu ce sentiment-là et je sais que je suis pas le seul et qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on fait du coup pour s'apaiser soi-même? Eh ben, on se concentre sur son cercle d'influence et je pense qu'on peut rentrer sur maintenant dans le détail de qu'est-ce qu'on met dans le cercle d'influence, et parce que là depuis tout à l'heure on fait beaucoup de jus de cerveau. On tourne autour du pot. Oui, et concrètement au quotidien, comment est-ce qu'on bosse sur son ancrage émotionnel? Et je peux vous garantir que déjà quand on fait ça, on n'a pas nécessairement la bande passante mentale pour aller se préoccuper des actions des autres. On n'a pas le temps et on n'a pas envie. Tu vois, c'est plutôt là que je le vois, l'individualisme, moi. En fait, si je m'occupe de moi, je peux pas m'occuper des autres. Tu peux, mais pas de ce point de vue-là. En fait, tu vas t'occuper des autres, mais tu vas pas vouloir les faire changer. C'est différent, tu vois. Tu peux être beaucoup plus amoureux, tu peux être beaucoup plus expressif, tu peux être beaucoup plus dans la communication, mais sans être nécessairement dans le conflit, dans la colère et dans le fait de vouloir imposer tes idées et de faire imposer des actions. Donc c'est pas ça, s'occuper des autres. Hein. S'occuper des autres, c'est vivre en harmonie avec les besoins et les moyens de chacun. C'est ça pour moi. On attaque ? Vas-y. Alors, Florian m'a préparé un PowerPoint sur lequel il a mis tous ces éléments sur lesquels il se concentre, lui, ses actions qu'il a au quotidien. Il a même une semaine type dont on va parler tout à l'heure pour se concentrer sur ce cercle d'influence. Donc là, écoute, limite, je te laisse parler et puis je t'écoute. Après, on va essayer de garder ce fil conducteur, mais de l'écologie intérieure et d'essayer de bien le ramener à quoi ça sert justement pour aller diminuer les symptômes en fait du fait qu'on prenne pas assez soin de soi, éco-anxiété, énervement sur l'inaction climatique, écologique, sociale, etc. Alors déjà, petit disclaimer, parce que c'est une intervention que j'ai faite il y a quelques temps avec 2 personnes que j'apprécie particulièrement. Il y en a un qui s'appelle Théo Crémel et l'autre c'était Bischetti. Donc il y a une partie des choses qui sont évoquées et qu'ils évoquent et que je vais reprendre parce qu'elles me paraissent fondamentales. Déjà la première, j'en parlais tout à l'heure dans le métro avec une dame, c'est la nourriture. La nourriture, c'est pas uniquement la nourriture qu'on met dans notre bouche, c'est aussi la nourriture qu'on se met dans le cerveau. Moi, par exemple, j'ai arrêté de regarder les médias traditionnels. Je les regarde plus. Je n'ai pas de télé.
Alors ma télé, elle est dans une salle spécifique, on va jamais dessus. Et quand on la regarde, c'est pour regarder un film ou une série. Et je regarde très très rarement les médias mainstream, type BFM, TF1, les médias que vous pouvez toutes et tous connaître, parce qu'ils me stressent, ils m'énervent. Et en fait, ils viennent brouiller la différence entre le cercle de préoccupation et le cercle d'influence, parce que je regarde des problèmes qui sont tellement macro, sur lesquels j'ai pas d'influence. En fait, c'est pas possible. Enfin, donc ça crée du stress, et j'évite d'aller regarder ces médias-là. Je vais regarder plutôt des médias qui sont plus tournés, pas uniquement sur le constat, mais aussi sur le solutionnisme, qui vont donner des solutions. Alors, je suis pas un bobo qui regarde que des trucs positifs. Il y a des médias extrêmement positifs comme Positivaire, mais même ces médias-là, ils vont quand même parler d'angles journalistiques abordés avec une approche. Il y avait un problème, le voici la solution, et pas juste il y a un problème. Parce que la plupart des médias aujourd'hui, on va pas se cacher, font du sensationnisme, font ça. Les problèmes, le négativisme, les morts, les attentats, les incendies, le réchauffement climatique, ça va bien, encore, il devrait en parler un tout petit peu plus. Mais avec une approche, et beaucoup d'influenceurs le font aussi, hein. Négatif. Et j'essaie de me protéger de ça. Et étant un ancien micro-influenceur LinkedIn, même maintenant, les réseaux sociaux, je ralentis. Je suis pas trop content de la manière de ce que me met l'algorithme sous les yeux quand je me connecte sur un feed d'actualité, et sur des choses où je reste 3-4 secondes, et en fait au final je m'en rends pas compte, mais ça crée, ma jauge de stress augmente à chaque fois que je fais ça. C'est vrai que sur mon feed à moi, sur mon feed LinkedIn, qui est, vous en doutez, bourré de contenu écolo, bourré de contenu peut-être parfois anti-politique sur les questions climatiques et écologiques, je dois dire qu'effectivement, j'ai du mal à en décrocher, et parfois, bon, ça m'aide aussi à trouver des invités super pour The Big Shift, mais ça met des coups au moral de temps en temps. Ouais, et ça crée de l'anxiété. Moi, juste tu m'en parles, là, je fais un peu de méditation, je sens là, j'ai la boule dans le ventre, quoi. Je repense là, je vais le citer, mais je l'adore, j'adore ses posts et tout. Mais j'évite de trop en regarder. Je pense à Thomas Wagner de Bon Pote. Tu vois ses potes, what? Tu vois, mais sa ligne, elle est là. C'est comme beaucoup d'ONG qui sont dans la dénonciation. Et il faut de ces gens-là aussi. Mais attention, individuellement, à la nourriture que vous mettez au quotidien via ces médias-là, parce que... Bon, en tout cas, ça fonctionne pas. Après, il y a bien évidemment la nourriture classique qu'on se met dans son corps. Alors là, je vais pas refaire parce que je pense que les auditeurs qui sont ici, mangez moins de viande, s'il vous plaît. Pour vous, avant tout. Pour la planète, on mangeait, alors, faudra aller vérifier, hein, je crois que c'était 19 kilos de viande il y a 100 ans, on en mange 82. Ouais, je crois que c'est à peu près l'ordre de grandeur, x5. Voilà. Ouais. x5, régime hyper protéiné, 7 fois trop. Même si vous faites beaucoup de sport, de temps en temps, là, tu vois, j'étais avec mon trésorier, il a 23 ans, il s'entraîne 5 fois par semaine, il m'a dit, je suis passé à un repas végé semaine. Tant mieux, le reste du temps, c'est poulet tous les jours. Voilà. In medio sta vertu, hein, il faut trouver l'équilibre dans les petites choses et essayer de diversifier son alimentation un maximum. Donc ça, c'était sur le pilier alimentation. Après, il y a un autre pilier qui, moi, me touche particulièrement, qui est le pilier tech. Ouais. On est surconnecté aujourd'hui. Surconnecté, sursollicité. Je disais tout à l'heure, l'ordinateur, il n'a pas changé depuis 50 000 ans, et on nous met des logiciels qui sont surperformants, quoi. Donc, si on a une base RAM là, qui est très limitée, et elle chauffe très vite, je pense, on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça qu'on a des fils d'actualité maintenant qui sont en quelques secondes, parce que notre cerveau peut pas se concentrer beaucoup plus avec le flot d'informations qu'on a. Donc là, faut se protéger. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les médias. Ça n'empêche pas d'aller sur les médias mainstream. Mais là, pareil, sur le droit à la déconnexion. Alors là, je vous donne la liste au Père Noël. Hein. Si on ramène ça au travail aussi, parce qu'on en parle aussi beaucoup dans ton pod, hein, 89% des femmes et 85% des hommes trouvent que le travail est de plus en plus présent durant leurs vacances. À cause de quoi ? De l'ordi, du téléphone, des notifications, etc. Donc, moi, ce que j'essaie de mettre en place pour essayer de garantir cet équilibre-là, déjà dans ma vie pro, dans ma vie perso, tout bête, mon ordi, quand je sors du bureau, je le mets dans une boîte à clés et il reste au bureau. Alors, je vais pas dire que je le fais tous les soirs, mais quasi. Ouais. J'ai pas d'ordi chez moi. Je peux pas travailler chez moi.
Mon téléphone qui est là, soit dit en passant un nouveau téléphone Fairphone, téléphone écologique. Bravo. Que j'ai déjà cassé un peu, mais ça tombe bien, on peut le réparer. 79 € l'écran au lieu de 200 dans un iPhone 14 qui on sait pas où il est fait, on sait où il est fait. Je demanderai un partenariat avec Fairphone, là, vu ce que tu as fait devant la caméra, c'est excellent. Ah, oups. Qu'est-ce que je disais ? Oui, garantir l'équilibre vie pro, vie perso. Mon téléphone, j'ai 0 application de travail dessus. J'ai pas Gmail, j'ai pas Google Agenda, j'ai pas LinkedIn. J'ai pas de réseaux sociaux dessus. Il me sert à appeler, à me connecter à Internet quand j'ai besoin. Il sert à quoi ton téléphone il me sert à aller sur le web quand j'ai besoin. Il me sert à me déplacer quand j'ai besoin d'un GPS. Il me sert à rester en contact avec mes amis, ma famille. Il est vraiment un usage personnel. Il n'est pas un usage professionnel. Voilà, il y a plein de choses. Là, j'ai installé hier soir, j'en discutais avec un ami. Il m'a fait installer une application qui s'appelle Twilight. Voilà. Réduction de lumière bleue à des heures spécifiques. Ah oui, ouais. Avant d'aller dormir, toujours son téléphone devant les yeux, ça affecte la qualité du sommeil. Je pourrais continuer, il y en a plein. On a parlé d'alimentation, on a parlé du droit à la déconnexion. Il y en a 2 que tu m'avais mentionné plus tôt là, quand on discutait, c'était connexion à la nature et la méditation. Ouais. Dans ces 2-là. Je sais pas si tu voulais en dire un mot. Yes, la connexion à la nature, déjà, c'est moi j'habite dans les pays du Nord, notamment à Stockholm. On a 6 mois dans l'année où l'ensoleillement, c'est juste une catastrophe, quoi. Le soleil se lève à 8h30, il se couche à 14h. Donc c'est dur. Chute de vitamine D. Et même en France, on va pas se cacher. L'hiver à Paris, c'est pas non plus joyeux. C'est pas la fête. C'est pas la fête. Le temps, il est pas non plus si hyper clément à Paris, mais aussi en France. Donc ce que j'invite déjà, c'est d'essayer de faire des pauses déjeuner en marchant. Prends ton sandwich, tu marches, ça fait du bien, c'est bon pour la digestion de bouger. J'essaie aussi, moi personnellement, au moins une fois toutes les 2 semaines, d'aller en forêt. Je fais un sport qui s'appelle, promotion, ça s'appelle le disque golf, le frisbee golf. Et oui, j'en ai entendu parler. Extraordinaire. C'est comme le golf, sauf que vous jetez des disques en plastique et ça vise une corbeille. Pas besoin de couper trop d'arbres, pas besoin de raser des champs, pas besoin d'avoir un gazon coupé au millimètre près. Qui utilise 15 000 litres d'eau par mètre carré à l'année. Exactement, qui n'est pas super écologique. Je ne suis pas très fan du golf d'un point de vue écologique. Et vous jetez vos disques qui ressemblent à des sortes de frisbees, mais beaucoup plus petits, qui vont beaucoup plus loin et beaucoup plus fort, dans des panières. Et on peut jouer de 5 ans à 90 ans. Les femmes sont souvent plus fortes que les hommes au début parce que ça ne demande pas tant de force que ça demande surtout de la technique. Donc le sport est extraordinaire. On peut jouer avec les enfants, ça permet de marcher en forêt et ça travaille la motricité, la concentration. Il y a vraiment plein de trucs. Je sais pas trop s'il y a des trucs comme ça près de Paris. Mais... Ouais, il y a une compétition la semaine prochaine et ça commence à être développé de plus en plus en France. Okay. Et donc il y a une fédération, il y a des handicaps, il y a une fédération française de disque golf et c'est les mêmes règles qu'au golf. T'as un trou, t'as une panière, ce qu'ils appellent une panière à 120 mètres ou 100 mètres. Tu dois la mettre en 3 coups, c'est 1 par 3. C'est les mêmes règles avec le par, le bogey. Génial. Bon, vous savez quoi faire pour vos prochaines balades en forêt. Voilà, et ça permet de se balader en forêt. Et à Stockholm, c'est super démocratisé. En fait, ils les ont installés dans des réserves naturelles qui sont gigantesques. Donc, c'est trop bien, quoi. Tu peux te balader, en même temps jeter un truc, te défouler. Tu peux faire ça entre amis, avec les enfants, avec ta femme. On voit souvent des couples qui jouent. C'est super démocratisé en Suède. Donc ça, c'est vraiment la pause nature. Je pense aussi prendre le temps de regarder. Voilà. Parce que je vois des gens qui font des pauses vite, j'ai yoga et je dois terminer mon yoga qui est censé me détendre dans 3 minutes. Dépêchez-vous, faut respirer plus vite à la limite, quoi. Donc quand vous prenez des pauses, c'est vraiment de prendre des pauses, laisser le téléphone, couper et prendre le temps de regarder. Moi, j'aime bien observer la nature. C'est tout bête, coucher de soleil, un arbre, une écorce, un flocon de neige. Quand je regarde ça, je me dis waouh, c'est de l'art. T'as déjà regardé un flocon de neige ? J'ai déjà regardé un flocon de neige, c'est magnifique, voilà. C'est vrai. Pour les personnes qui nous écoutent, essayez de faire un flocon de neige à la main. C'est de l'art. Je veux dire, la nature est magnifique. Et on prend pas assez le temps aujourd'hui de la regarder, parce qu'on est dans des rythmes effrénés. Et je me doute, je suis à Paris depuis 3 jours, je sais que c'est compliqué d'aller trouver des espaces reposants à Paris. Les rythmes sont pas forcément hyper appropriés pour ça. Exactement. La méditation, c'est extraordinaire. Apprendre à respirer. Il y a des moines qui peuvent dormir 4-5 heures par nuit.
dorment par terre, avec un petit... c'est même pas l'équivalent d'un matelas. Ils sont super en forme, ils n'ont pas de problème, ils vivent... ils vivent, je vais pas dire éternellement, mais ils vivent très très longtemps. Pour ça, pour les personnes qui nous écoutent, moi j'avais commencé avec une application qui est américaine, mais à l'époque je connaissais pas l'autre application française, donc je vais parler de l'application française tant qu'à faire. Ça s'appelle Petit Bambou. Trop bien. Alors j'ai quand même parlé de l'application américaine aussi, si vous voulez choisir, c'est à peu près la même chose. Hein. Ça s'appelle Headspace et c'est extraordinaire. Là on parlait d'écologie intérieure. La méditation, c'est le moment où de se recentrer sur soi. En dehors de l'égoïsme, d'écouter son corps, d'écouter ses pensées, d'apprendre à les voir passer, d'apprendre à éteindre radio mentale, comme ils disent dans les vidéos. Ça fait un bien fou, ça diminue le niveau de stress, ça permet aussi d'améliorer sa productivité au travail ou même tous les jours, ses capacités d'écoute. Moi, il y a 2 ans, je veux dire, ma femme, quand elle me parlait, j'écoutais pas. 2 jours après, elle me disait mais tu fais quoi mercredi ? Elle me dit mais je t'ai dit 4 fois. À bosser son ancrage dans l'instant, dans le maintenant, d'être là. Et dans ces applications-là, il y a plein de techniques de visualisation mentale qui sont extraordinaires pour justement aider à travailler la compassion, le remerciement, d'être satisfait de ce qu'on a dans la vie. On le disait tout à l'heure, là, les éternels insatisfaits dont à des moments je peux faire partie sur c'est jamais assez, ça crée pas assez d'impact, je suis pas content de comment est ma femme, je suis pas content de comment est mon homme, je suis pas content de ma relation avec tel ami, je suis pas content de mon job, je suis pas content du sens qu'il y a, etc. Et apprendre à travailler la reconnaissance, ça aide énormément au quotidien sur le fait de juste être heureux avec ce qu'on a, quoi. Comment est-ce que tu fais une fois que tu as pris... Là, on est tout début 2023, on enregistre le 10 janvier. Vous avez probablement, parmi vous, pris des bonnes résolutions pour 2023 sur être une personne meilleure. Comment est-ce qu'on fait ? Parce que ce sont des efforts, hein, ce que tu proposes, ouais. Pour garder ces résolutions, pour les appliquer, pour être dans une démarche qui nous permet d'en faire des habitudes. Et de pas les laisser tomber à la fin du mois de janvier. Il faut prendre il faut réussir à choisir des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et apprends-nous à être heureux. Voilà, mais vraiment, c'est d'être connecté. Là, en fait, tout ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, pour en revenir à la définition de la sagesse, de l'écologie intérieure, c'est d'atteindre un état d'éveil, si l'on peut, permanent. Et cet état-là de symbiose émotionnelle te permet de te connecter à ta sagesse. Et donc, tu sais, la petite voix là, qui m'a dit non, je traverse pas là. Ou non, je vais arrêter, je vais pas aller là, je vais aller à droite. Ces petits trucs, on s'y connecte de manière permanente, en fait, on fait juste pas attention. Et quand t'es connecté à ça, t'es quasi sûr, une nouvelle fois, sans effort, d'aller choisir des choses qui te tiennent à cœur. Et moi, le premier truc que j'ai fait en parlant d'écologie intérieure, à l'époque, c'était plutôt... Je connecte à l'écologie intérieure parce que ça m'a vraiment touché à un point qui est plus profond que mon cerveau. C'est quand j'ai regardé ce reportage sur les abattoirs, j'ai pleuré. Et là, il y a un truc en moi qui a fait switch. Et je mange pas d'animaux et c'est effortless. Les gens me disent mais comment tu fais la viande, c'est trop bon, le poulet c'est trop bon, la charcuterie c'est trop bon. Bon, j'avoue le fromage c'est trop bon mais c'est dur. Mais en tout cas sur un moment donné ce qui est mort pour moi c'est fini. Et parce que je me suis connecté à ce truc là. Et j'ai envie de dire, et après ça quand t'apprends à te connecter grâce à ça, grâce à toutes les petites choses que j'ai données qui en fait quand on les accumule deviennent vraiment les piliers, les racines de votre arbre de vie. Tout devient plus facile. Et moi, je me suis noté, j'ai des notés en suédois. Mes résolutions de la nouvelle année. Elles sont bêtes, hein. Arrêtez de regarder des shorts sur YouTube. Tu vois ce que c'est ? Ouais, voilà. C'est l'équivalent des TikTok et des Reels sur Instagram. Je me connectais là de temps en temps. Vous avez quand même le droit de regarder ceux de The Big Shift. Exactement. Ça dépend lesquels. Je me suis mis un objectif physique d'avoir des abdos parce que ça fait des années que j'en rêve, je fais plein de sport et au final je me dis bon bah voilà, fixe-toi un truc quoi. C'est année gainage. Allez, gainage.
Et démarrer la psychothérapie que je reporte depuis 5 ans, j'en avais déjà fait une. Et là, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je l'ai pas mis là, je suis en train de bosser dessus. J'aime bien aussi avoir dans mes résolutions un truc qui n'est pas pour moi. Voilà. Qui va aller dans mon cercle de préoccupation. Et ça peut être plein de choses. De rendre un peu au monde, d'aider. Je le fais quand même, j'ai quand même l'impression de... Voilà. Habituellement, là, dans mes 3 résolutions, il y a toujours un truc où j'essaie d'aider, mais je me dis, bon, est-ce que ça, maintenant, je le mets dans mes résolutions, ou est-ce que ça fait pas juste partie de moi, de ramasser mon déchet par jour, d'écouter une dame dans le métro que les gens qualifieraient de folle pendant 18 arrêts, et de lui parler tout à fait normalement, et de faire en sorte qu'elle se sente aimée aussi, comme une personne normale. De pas écouter les gens qui, en sortant, te disent bon courage, et de pas leur répondre non, bon courage à toi. Parce que moi, je suis en train de passer un bon moment là. Voilà. Écoute, trop bien. Je crois que c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour ta participation. Merci de m'avoir fait voyager dans cet univers qui n'est pas trop le mien d'habitude. J'ai bien apprécié cet échange. Je pense que je vais en retirer des choses assez personnellement que je vais essayer d'appliquer. Et puis je vous tiendrai au courant, les auditeurs de The Big Shift. Si vous me voyez éructer dans les prochains épisodes, c'est que ça n'a pas marché. Mais je vais essayer de commencer au moins par la méditation. Je pense que c'est la respiration, c'est ce qui peut être le plus facile d'accès pour la plupart d'entre nous, parce que c'est juste vous chez vous. Et pour la méditation, attention à quand la démarrer aussi. Souvent les maîtres de méditation ils disent ça va être compliqué de voir le fond de l'eau si vous tapez dessus quoi. Donc tout ça pour dire que attention à quand on le démarre et essayer de retrouver la sérénité grâce à la méditation quand on est déjà très en colère et dans une phase de complet déséquilibre, c'est compliqué. La méditation peut s'avérer plus contre-productive qu'autre chose, ou voire même ça va vous énerver, vous allez vous dire c'est quoi ce truc, ça marche pas quoi. Mais c'est comme tout ce que je viens de dire là, en fait, c'est des choses que j'applique pas tout, j'essaie d'en appliquer au maximum. Encore une fois, pour les auditeurs, les auditrices, il y a tout n'est pas bon, on n'a pas la vérité. Il y a des choses à prendre qui vont fonctionner pour vous et qui vont permettre de trouver l'équilibre et de pas essayer de tout faire aussi, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Florian. Super intéressant. Avec plaisir. Salut, ciao. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.